Bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Kick. Et on commence tout de suite par les actualités avec l'émission spéciale d'Ardeville qui a été faite samedi dernier sur la chaîne de la Taverne de Lug, animée par Camille avec Planet Strange, Henri et moi-même. Donc sur Daredevil, on a balayé les intégrales de 1964 jusqu'à 1968 en vous donnant notre avis, et aussi sur les films et les séries Netflix. Voilà, donc c'était un bon panel. J'espère qu'il y aura un deuxième numéro parce qu'on s'est vraiment bien amusé. J'espère que ça sera le cas pour vous en nous écoutant. Voilà, plein de petites choses, de ressentis sur ces années 60 de Daredevil, de l'homme sans peur. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et cette semaine, nouveau podcast des podcastors. On enregistre cette semaine un nouveau podcast avec un invité, il s'agit d'Oldman Stéphane. Oldman Stéphane qui fait des très bonnes rubriques sur Instagram, qui a également une toute petite chaîne mais qui ne veut pas la développer. Il avait fait des trucs plutôt sympas dans le cadre des opérations de l'année dernière. Voilà, Oldman Stéphane qui va nous fait le plaisir de participer à ce nouveau podcast. Un podcast qui va être... j'espère assez rythmé comme d'habitude, où on va pouvoir digresser, parler de plein de choses. En tout cas, j'ai hâte que ça soit, qu'on y soit. On enregistre jeudi normalement et je vais faire en sorte d'avoir le montage de près, soit pour samedi midi, soit pour dimanche. On va voir comment ça se goupille, mais voilà, je vais bosser là-dessus. Et on passe maintenant aux autres rubriques de cette chronique avec les achats. Au niveau des achats, l'achat que j'attendais, qui me permet de clôturer une série, il s'agit du tome 12, en édition colossale de l'Attaque des Titans. Voilà, avec cette couverture que je trouve vraiment pas mal. Voilà, où on voit ce titan ailé. Voilà. Un tome 12, alors effectivement un peu particulier, puisque en fait il ne regroupe que le tome 34, qui est déjà un peu plus gros, de l'édition simple. Et on va retrouver aussi le storyboard. Je vais vous montrer, hop, le storyboard avant publication. Voilà. Alors par contre c'est en japonais, il y a les sous-titres en dessous, c'est pas hyper pratique à lire. Et puis après le guide des personnages, de tous les personnages, une interview de l'auteur Hajime Isayama que je vais essayer de retrouver, hop, sans vous spoiler. Du coup voilà. Et on finit par une curiosité. Il y a une galerie avec plusieurs couvertures, plusieurs choses assez sympas en couleur. Et on finit par un improbable. Un improbable. Je ne sais pas s'il y a une couverture, il n'y a pas de couverture, mais un crossover Attack on the Avengers avec voilà, si les titans étaient dans l'univers Marvel. Un truc complètement fou, dessiné par Gerardo Sandoval. Qui a un style effectivement un peu manga, quoi. En tout cas moins peut-être typé réaliste comics. Donc ce qui permet d'avoir ce beau bouquin qui clôture une série culte. Voilà. Et vraiment très content de l'avoir sous ce format et maintenant, avec finalement vraiment très peu d'écart par rapport à la sortie en tome simple, puisque les autres tomes en édition colossale sortaient généralement pendant l'été. Voilà, donc là, on l'a eu en février, donc c'est super. Autre chose que j'ai pu trouver, en fait, je vous avais parlé, souvenez-vous, dans une précédente vidéo de ce petit magazine, Glénat Manga News, qui est en fait un recueil de toutes les sorties qui vont arriver, et il y avait un extrait, j'ai spoilé, un extrait de Sakamoto Days, mais en fait, en me baladant dans certaines librairies, j'ai trouvé ce premier chapitre en format manga, voilà, donc si ça vous intéresse de vous faire une idée sur Sakamoto Days, qui a l'air vraiment sympa, donc c'est... il n'y a pas l'auteur par contre. Ah si, Yuto Suzuki. Voilà, donc cette histoire, alors beaucoup de monde commence à en parler, beaucoup d'influenceurs commencent à montrer ce fameux tablier. Voilà, l'histoire c'est très simple, c'est un tueur à gages, le meilleur dans sa partie, qui s'est retiré et qui a priori est récupéré par les affaires, sauf que voilà,
de son physique svelte, il est passé à un physique un petit peu plus cool, mais il n'a rien perdu de ses capacités. Voilà, c'était le... Il y a tout un premier chapitre, je crois que c'est un gros premier chapitre dans ce fascicule. Alors en plus c'est du papier glacé et tout. Moi j'aime bien le papier glacé, parce que du coup il jaunit pas. Voilà. Et non, et en plus je trouve que c'est une très bonne idée de faire des petits fascicules comme ça permet d'avoir un petit extrait de la série et puis de savoir de quoi on parle. C'est vraiment plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Mais c'est pas tout, j'ai également acheté ce mois-ci cette épique collection sur l'Ancienne République, le tome 1. Voilà, donc ce format souple, donc c'est le nouveau format que sort Panini sur les épiques collections qui reprend les épiques collections version VO. Alors je vais vous montrer un petit peu les deux. Donc ça c'est la VO, donc en anglais. Donc il y a les épisodes, là il y a 19 épisodes. Là il y a 0 à 18, donc ça veut dire 19 épisodes. Celui-ci est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus épais, comme vous pouvez voir la tranche. Voilà, donc ils font à peu près la même taille. Ils font la même taille, sauf que vous voyez la différence entre l'édition française et l'édition américaine, sachant que celui-ci en anglais coûte, ça va vous faire mal, hein, coûte 45 $. Voilà, moi j'ai dû payer 40 $ parce que je l'ai pris en comic shop. Voilà. Je préfère pour certaines choses, quoi. Généralement j'achète toujours en comic shop parce que voilà, j'aime bien aller dans le comic shop. Si on veut qu'ils survivent, comme les librairies, faut y aller. Hein. Donc il y a sûrement d'autres moyens d'avoir moins cher, mais bon, voilà. Eux au moins ils payent leurs impôts en France. À bon entendeur. Et donc voilà. Alors juste un petit reproche sur cette épique collection, parce qu'effectivement, si on compare à l'édition américaine, donc, il y a le bandeau, donc là on a le bandeau légende qui est un peu petit, il y a le titre, voilà, les auteurs c'est un peu pareil. Hein. L'arrière, on a une illustration, hop, qu'on peut voir aussi, qui est pas mal, mais c'est le dos. Le dos, je le trouve trop, voilà, je regrette. Là, vous voyez, on a un gros macaron Marvel, on a le titre bien en gros, pour les mieux que moi, c'est pratique. Alors que là, c'est tout petit, c'est vraiment petit. Hein. C'est juste le seul reproche que j'ai à faire à cette édition, parce que celle-ci, elle coûte que 26 €, alors que l'autre, elle coûtait 45 $, donc environ 40 à 45 € selon les shops. Voilà, donc c'est sans comparaison en termes de prix. Hein. Le papier est beaucoup plus épais, ça a l'air d'être de très bonne facture. Voilà, yes. Il y a juste la police qui est un peu petite. Pour les épiques Marvel qui m'ont sorti, hein, pour le Spider-Man, s'il vous plaît, faites une belle tranche avec un Spider-Man, avec des trucs, faites un truc sympa. Vraiment. Ne reprenez pas cette tranche-là, toute noire. Ce dos, d'ailleurs, c'est pas une tranche de dos, ce dos tout noir, s'il vous plaît. Faites quelque chose de beau, s'il vous plaît, Panini, s'il vous plaît. Voilà. Et bien, sur ce, on va enchaîner sur les reviews, bien sûr. Et ma première review, ça va être sur ce beau bébé. Alors je vais faire une review très très light, sans spoiler, parce que du coup, j'ai pas du tout envie de vous gâcher l'histoire qui est vraiment très bonne. Vraiment très bonne. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe plusieurs siècles avant les Yavin 4. Hein. Donc Yavin 4, c'est le point zéro quasiment de Star Wars, hein, avec la trilogie, avec la destruction de l'étoile de la mort. Étoile noire, étoile de la mort, Death Star, je sais plus comment on l'appelle, entre le français et l'anglais, les traductions, bref. Et donc du coup, ça se passe plusieurs siècles avant, où on est donc en période où la République est forte, où les Jedi sont forts. Ils viennent de sortir de la guerre contre les Sith, guerre à laquelle a participé les Mandaloriens et qui ont perdu. Du coup, les Mandaloriens et les Jedi sont plus ou moins en guerre, en guérilla, plutôt une guérilla, hein, sur les systèmes extérieurs, sur un système de bordure extérieur et sur d'autres systèmes. Voilà. Et donc on se retrouve sur une planète, Taris, qui est effectivement un point un peu stratégique dans cette confrontation entre les Mandaloriens et les Jedi. Et on retrouve ce personnage ici, qui s'appelle Zen Karik, qui est donc un Padawan, voilà, qui est un Padawan et qui va justement essayer, pas essayer, hein, il essaie de faire régner la justice. On le voit dans l'épisode 0. Je vais essayer de vous montrer, parce que du coup, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Et du coup, Zane, voilà, il essaye d'arrêter un personnage qui va avoir son importance, qui s'appelle Man Hiéroglyphe, Griff.
Et du coup, on n'a rien vu parce que c'est pas clair. Effectivement, hop, je vous mets un peu de loin. Donc voilà, donc Zane qui l'arrête parce que Marne est en fait une espèce de petit voyou, voilà, un petit trafiquant, c'est toujours de refourguer. Et le problème, c'est que Zane a beaucoup de poisse. Je dirais que Peter Parker, par rapport à lui, c'est niveau zéro. Zane, c'est vraiment toutes les catastrophes qui peuvent lui arriver vont lui arriver. C'est le poissard par excellence. Et donc ce jour-là où c'est la cérémonie pour savoir qui parmi les Padawan va devenir chevalier Jedi. Et donc forcément, il lui arrive plein de trucs et il arrive en retard à cette cérémonie. Il retrouve tous ses amis, tous les Padawan morts. Je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis pas pourquoi du comment, mais pris de panique, Zen s'enfuit et il est pourchassé et il est ennemi public numéro 1. C'est lui qui a tué ses Padawan, donc ses maîtres, les maîtres, son maître notamment, Lucien, qui est ici, hop, vont se mettre à sa recherche pour le traquer, pour le juger. Et vous vous doutez bien que rien va se passer comme prévu. Donc Zane va se mettre avec ce trafiquant Griff pour essayer de s'en sortir. Et donc il va leur arriver plein de péripéties. Et voilà. Et en plus, donc ils vont réussir à faire plein de choses. Ils vont rencontrer deux autres personnages qui sont un peu paumés, etc. Ils vont former un groupe. Un groupe vraiment très hétéroclite qui va se former au fur et à mesure avec des races extraterrestres différentes, avec des points de vue différents, avec des mentalités différentes. Et donc ce petit groupe va essayer de sauver sa peau. Voilà. Et on va suivre les aventures de cette équipe. La série dure une 50aine d'épisodes et après il y a une autre série, je crois que c'est Wars, qui se poursuit sur 6 épisodes seulement, qui conclut aussi pas mal de choses. Et donc c'est vraiment bien. Vraiment, c'est vraiment bien. On sort du schéma, du carcan qu'on a pu voir dans les films et dans les séries actuelles. Voilà, on est vraiment dans un univers légende avec plein de choses, avec la force qui est très différente, avec des choses qui sont très différentes aussi. Un lore autour des Mandaloriens qui est hyper développé. Voilà. Si vous avez aimé les séries Disney+, sur The Mandalorian et sur Boba Fett, là vous avez du Mandalorian, vous avez les traditions, vous avez les armures, vous avez finalement tout ce qui a servi à construire ce lore autour des Mandaloriens. Voilà. C'est vraiment très bien, il y a des très bonnes idées. Au niveau du dessin, on a Brian Ching, dessine plutôt bien. On a du Dustin Weaver, que je vais essayer de vous montrer sans vous spoiler, parce que du coup, c'est toujours très cool. Comme j'ai pas envie de vous spoiler, et surtout, j'ai pas envie de vous montrer n'importe quoi. Voilà, ça je peux vous montrer. Hein. Hop, avec des Mandaloriens, voilà. Et non, vraiment, c'est une très très bonne série. A priori, ici, il me semble que ça fera 3 volumes. 3 volumes, donc c'est top. C'est top. Franchement, si vous aimez l'univers de Star Wars, je vous invite vraiment à regarder. Et d'ailleurs, je vais faire avec le débrief des comics, on va se régaler, on va partager sur ce tome de manière plus précise que les 5 minutes que j'ai pu vous faire. Je pense qu'il y aura des spoilers à ce moment-là. Là, j'ai envie de mettre 0 spoiler. Et on va faire un live ensemble et je pense qu'on va vraiment s'éclater à parler de ce titre. Voilà. Et puis, parce que Panini nous régale quand même. On peut voir sur les dernières pages. Je vais essayer de pas spoiler. Hop. Du coup, qu'est-ce qui arrive? Il y a Legacy qui arrive dans cette collection. Star Wars Legacy, qui est une excellente série aussi. Franchement, si vous avez que 2 séries à prendre dans cette version-là, c'est l'Ancienne République et Legacy qui sont juste excellents. Excellents. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. On passe maintenant à la deuxième review. Pour la deuxième review, en fait, je sais pas si vous avez la même chose chez vous. Moi, j'ai des trucs un peu spéciaux qui traînent. Je vous avais montré une boîte. J'ai mis plein de comics, mais en fait, j'ai d'autres boîtes. D'ailleurs, dites-moi si vous intéresse que je refasse, comme j'avais fait un petit unboxing. Mais surtout, j'ai retrouvé une boîte de choses qui sont, que j'ai mis de côté parce que je trouve pas ça intéressant, si ça part en broc, ça part en broc, ça part sur les sites marchands, ça part sur les sites marchands.
Mais je me suis dit, allez, j'ai retrouvé cette boîte, je me dis, bon, allez, je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a dedans. Je regardais ce qu'il y a dedans et il y avait ce tome. Ce tome du Marvel Icons hors série numéro 11 sur le Punisher en période de Civil War. Voilà. Donc c'est la nouvelle série du Punisher. Donc ils le disent, hein, ça suivait en parallèle de la Punisher Max. Et donc dessiné par Ariel Olivetti et scénarisé par Matt Fraction. Donc, et ça on reprend une nouvelle série du Punisher. Voilà. En plein Civil War. Alors du coup, Frank Castle a un rôle dans Civil War. Mais donc là, on va le suivre par rapport à ça. Et puis un peu essayer de voir son point de vue dans cette période de guerre civile. Donc ce kiosque, je pense que c'est ressorti peut-être dans les Deluxe Civil War, je ne sais pas. Ce kiosque donc, contient les épisodes 1 à 4 de la série. Le 4e étant dessiné par Mike Deodato Jr. Les 3 premiers étant dessinés par Ariel Olivetti. Alors, que dire sur ces 3 épisodes? Donc déjà, on essaye de recréer quelque chose par rapport au Punisher. Donc on lui remet un détective sur le dos, on lui redonne un partenaire, et on va le faire affronter des vilains. Voilà. Jusque-là, voilà, parce que pendant longtemps, Frank Castle a été avec Microchip, et du coup, là, il nous faut quelqu'un pour la technique, pour l'approvisionnement, pour les armes, etc. Donc il retrouve quelqu'un, et il faut aussi quelqu'un qui le poursuive, parce que c'est un criminel. Il tue quand même des gens, ce cher Punisher. Donc il est en dehors de la loi, et donc il y a quelqu'un, un agent du Shield, qui est là pour le rechercher et pour l'arrêter. On retrouve dans ces épisodes l'homme aux échasses, dont on a parlé avec Daredevil. Il va lui arriver malheureusement un sort assez funeste, il faut dire ce qui est, puisque Punisher ne fait pas de quartier. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup de ce tome, de ce kiosque? Et ben, je suis un peu déçu en fait, parce que je trouve ça très brouillon. Je vois pas la direction que ça prend. Alors, effectivement, il cherche quelqu'un qui a... Alors, ça commence avec l'homme aux échasses, avec un mafieux qui va arrêter. Puis il y a l'homme aux échasses qui revient sur le devant de la scène pour se faire passer pour un héros. Mais le problème, c'est qu'il fait tellement de dégâts que le Punisher, lui, il le bute. Voilà. Spoiler. Fin de l'homme aux échasses. Et il cherche comment l'homme aux échasses a récupéré ça. Il tombe sur le bricoleur et puis sur un autre personnage qui a été inventé pour ça, une espèce d'autre bricoleur qui aurait pu fournir des armes. Mais en fait, l'autre lui dit, quand il retraque, il dit bah non, c'est Stark. Il dit bah, Stark, quand même, il ne va pas fournir des armes aux criminels, c'est pas possible. Et ça monte et ça monte. Et puis après, on retrouve la partie où le Punisher intervient dans Civil War, hein, avec quand il aide Peter Parker, qui se fait tabasser alors par le pitre et par Jack O'Lantern. Voilà. Pauvre pitre, pauvre Jack O'Lantern, hein, avec le Punisher, pas de cadeau. Voilà. Là on y va. Il faut vous dire que les seconds couteaux des vilains, on y va. Et puis après, forcément, celui-ci récupère Spider-Man et l'amène à Captain America. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans Civil War. Alors, il y a toute une confrontation d'idéologie entre Captain America et Frank Castle pour savoir, parce que soldat, est-ce que tu m'obéis, est-ce que tu peux m'obéir, parce qu'il faut quelqu'un pour se salir un peu les mains. Du coup, Frank Castle, c'est plutôt pas mal d'avoir le Punisher de son côté pour faire les basses besognes. Voilà. Donc c'est un peu... c'est un petit peu... Là, sur le coup, Cap, il est un petit peu entre deux eaux. D'ailleurs, Luke Cage, lui, il n'est pas trop d'accord. Hein. Il dit qu'il a traîné avec les chiens, on peut avoir des puces. Voilà, je ne sais pas si la traduction est... D'ailleurs, il y a une histoire de traduction qui est assez marrante. Puisqu'ici, là, Luke Cage dit Joyeux Noël. Je pense que ça doit être Sweet Christmas ou Sweet Jesus. Je crois que c'est Sweet Christmas, son expression. C'est pas tout à fait ça qu'on traduit. Là, c'est traduit littéralement. Pas très grave, mais j'ai trouvé assez marrant. Le mur se casse et Luke Cage dit Joyeux Noël. Rien à voir. Bref. Donc on peut voir des différentes opérations, mais ça reste très confus en fait. Je trouve qu'il y a... C'est même pas un bon tie-in à l'événement Civil War. Je trouve que c'est pas terrible.
c'est pas terrible. Et après, il y a toute une partie sur le passé de Frank. Et puis finalement, il se fait castagner et puis on le jette. Hein, voilà. Donc après, après, il ressort, il retrouve son petit camarade, là, dont j'ai oublié le nom, qui lui fait l'arsenal, et puis il va se battre contre le rhino. Voilà, il va casser sa corne, etc. Donc ces 3 premiers épisodes, j'ai trouvé ça très moyen. Très moyen. Par contre, le quatrième, là par contre, c'est caviar. Franchement, je me suis régalé avec le 4e épisode. Rien que pour ça, en fait, s'il n'y avait que les 3 premiers, malgré les dessins d'Ariel Olivetti que je trouve plutôt pas mal, hein. Je vous ai montré les rhinos. Le rhino, il envoie quand même. Hein. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Mais c'est surtout à cause de ce 4e épisode que je garde ce fascicule. En tout cas, sans ce 4e épisode, je ne me serais même pas posé la question. Mais ce 4e épisode, dessiné par Mike Doyato Jr., est en fait absolument génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va au bar sans nom, donc le bar de tous les vilains, où finalement tous les vilains se retrouvent pour boire un coup, discuter, etc., pour l'enterrement, pour la veillée funèbre, plutôt de l'homme aux échasses. Et donc on a plein de personnes qui arrivent, mais des seconds couteaux. On a Armadillo, qui, je ne sais plus comment on l'appelle en français. On a le maraudeur masqué. On a un Doombot, un Fatalibot. Et tout comme ça. Donc on a plein de personnages. On raconte un petit peu, parce que voilà, une veillée funèbre de ce personnage de l'homme aux échasses. Et c'est vraiment très bien. L'homme aux échasses qui était marié avec Princesse Python, voilà, du cirque infernal. Donc voilà, c'est très marrant. Tout le monde. Et puis on a aussi d'autres personnages. On a le Gibbon, qui est vraiment assez, un personnage assez pathétique. Hein. On a Obi-Wan, le rôdeur. On a Puma. Enfin, on a même l'apparition de Spider-Man à un moment donné. Mais vraiment, c'est un très très bon épisode. Je me suis régalé à le relire. Je ne vous spoil pas la fin pour vous expliquer ce qui va se passer, mais vraiment, cet épisode, à lui seul, sauve tout le kiosque. Quoi, tout ce kiosque. Pas tout le kiosque en général, mais vraiment, je me suis régalé. C'était vraiment une très très bonne lecture, ce 4e épisode. Du coup, voilà, il est encore en suspens, ce kiosque. Parce que, mais le 4e, tellement bon que voilà, c'est dur. On passe maintenant à une mini-review. Oui, mini-review parce que j'ai pas envie de détailler sur le titre, puisque le titre n'est pas encore sorti en français. Il devrait sortir fin d'année, il me semble chez Delcourt. Il s'agit d'Ultra Mega. Ultra Mega, donc c'est un comics de James Aaron, scénarisé par James Aaron, dessiné par James Aaron, et qui est complètement fou, ultra violent, à ne pas mettre surtout entre toutes les mains, et qui amène énormément de choses. Pour vous dire, là, il y a 4 épisodes dans ce tome. C'est un oversize, voilà, il y a 200 pages de comics avec 4 épisodes. C'est énorme. L'histoire est, somme toute, assez basique, puisque, en fait, il y a une espèce de virus qui transforme les personnes en monstres, et comme la nature est quand même assez équilibrée, qui dit force du mal, dit force du bien, avec ce personnage d'Atom, qui va choisir ses champions et leur donner les pouvoirs de se transformer en ultra méga. Ultra méga, donc on retrouve des scènes avec des kaijus. Alors j'essaie de vous montrer, parce que du coup, comme c'est super gore, voilà, c'est violent et c'est gore. Donc je peux pas vous montrer n'importe quoi, j'ai pas envie de vous montrer les tripes qui se baladent. Voilà, donc on retrouve des kaijus avec inspiration d'Ultraman, etc. Donc vraiment tout le folklore japonais et tout le folklore qu'on peut avoir sur les kaijus. Voilà, ils sont géants, ils détruisent les murs, il y a des dommages collatéraux. Il y a vraiment, mais c'est... Et du coup, James Aaron, que j'avais déjà cité dans la vidéo sur Conan, Argos Deception, qui est un arc que j'adore, que je trouvais très très bon. Et du coup, là, on est vraiment avec des planches hyper dynamiques, limite manga, dans le sens où il y a vraiment un sens du mouvement et du cadrage de l'action, qui est vraiment hyper dynamique, qu'on retrouve finalement assez peu dans le comics, parce que le comics est un peu moins comme ça, même si finalement les planches restent un peu
qu'il n'y a pas de débordement de planche. Enfin, voilà, vous pouvez voir la mise en page est quand même complètement folle. Et du coup, bon, 3 héros sont récupérés par Atom pour former la défense de la Terre contre ces kaijus. Donc ces kaijus qui sont finalement une espèce d'infection de virus qui va transformer les personnes, n'importe quelle personne, en monstres. Les héros, eux, peuvent voir qui sont les personnes et les intercepter. D'ailleurs, la présence des deux va déclencher les pouvoirs. Voilà, donc c'est assez marrant et c'est assez bien vu plutôt que marrant. Et donc on retrouve des scènes absolument démentables. Je crois que je ne peux pas vous montrer ça, c'est tellement... Et ce qui va se passer un jour, c'est que un des kaijus, en fait ils éliminent tous les kaijus au fur et à mesure, donc on est sur une ville qui est attaquée sans cesse, puisque n'importe qui peut y avoir. Il y a des systèmes de contrôle pour savoir si c'est un kaiju ou pas un kaiju, etc. Et du coup, il y a toute cette tension autour de la ville et ces personnages qui sont devenus des héros, sauf qu'il y a un kaiju qui n'ont pas arrêté avant qu'il soit grand en fait. Et tous ceux qui combattent sont déjà très puissants mais sont finalement des nouveau-nés. Ils n'ont pas pu utiliser leur plein potentiel. Sauf qu'il y en a un qui a échappé à la mort et qui 10 ans après revient et qui est vraiment beaucoup plus fort que nos héros. Et voilà. Et donc on a quelque chose dans ce premier épisode qui est très très fort et après sur le deuxième épisode on continue l'histoire sur des postulats identiques, etc. Et il y a de l'idée, il y a des concepts, il y a une noirceur, il y a vraiment une violence, comme je dis, je vais répéter le mot encore une fois, mais une violence à la fois graphique, psychologique, qui est très très forte. Du coup, moi, c'est vraiment un comics coup de poing. J'ai pris vraiment une grosse claque parce que j'ai trouvé ça exceptionnel. Exceptionnel en termes de déroulé. Et comme je le dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est mature content. Mais c'est pour les lecteurs comme nous, c'est ma génération qui voudrait se lancer dans autre chose que du Big Two. Voilà. En tout cas, moi, 4 épisodes finissent sur un cliffhanger où j'ai envie de me dire mais c'est quoi la suite et quand est-ce que ça sort. Voilà, donc c'est vraiment très très bon. Très très bon et surtout c'est arrivé dans toute cette mouvance du kaiju parce qu'il y a beaucoup de kaiju un peu partout. Hein. On a parlé beaucoup de kaiju numéro 8, mais il y a d'autres séries qui existent, hein, Kaiju Island, etc. En fait, les kaiju sont quand même assez présents. On a eu le film King Kong contre Godzilla, enfin le kaiju est quelque chose qui est beaucoup moins isolé que ça a pu l'être dans les années. Et du coup, là, on a pas une quintessence, mais on a la reprise d'un certain nombre de codes, adaptés, digérés, retranscrits, changés, et ça donne quelque chose de fou. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, quand ça sortira en français, regardez. Et si vous êtes trop impatient, l'anglais n'est pas trop difficile à comprendre, jetez-vous sur la VO. Voilà. La VO est un peu chère. Je t'ai payé combien celui-là ça coûte 20 euros. Voilà. 20 euros pour 200 pages, hein. C'est du souple et c'est en anglais. Donc, mais là aussi, j'ai pris en comic shop. Ils payent leurs impôts en France. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, c'est cool. On passe maintenant à la dernière review. Dernière review que j'ai lue suite à l'émission qu'il y a pu avoir sur les différents crossovers intercompagnies. Je vous mettrai toujours à Taverne de Lug avec Camille et Sébastien qui ont fait une très très bonne émission. Et du coup, là aussi, dans ma boîte piacatoire, se trouvait ce numéro de DC versus Marvel, le numéro 3, il me semble, qui reprend de 2 épisodes, Darklo et Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D. Ça date de 1997, édité par Semic, ça coûtait 23 francs à l'époque. Alors il a un peu souffert, hein, parce que du coup il a fait plusieurs brocs lui. Sorry. Et du coup, dans cet univers, pour faire très rapidement, donc les héros Marvel et DC s'affrontent, et à un moment donné, tous fusionnent. Je vous ai spoilé toute la mini, ne morcez pas, c'est gratuit. Et du coup, les héros fusionnent, et donc on a la fusion improbable, entre Wolverine et Batman, qui s'appelle Dark Claw.
scénarisé par Lariyama, qui a écrit pas mal de Wolverine, et dessiné par Jim Balent, qui a fait, il me semble, beaucoup de Batman. Voilà. Donc on retrouve Darklo contre Yena qui est donc Creed, et le Joker. Voilà. Mélange complètement n'importe quoi. Et donc on tombe sur une petite histoire, puisque finalement elle ne fait que 20 pages, c'est un numéro très très court, bourré d'action, où on a un Robin féminin qui est jubilé, on a Huntress, voilà. Et puis d'autres personnages comme ça. Il y a une petite enquête, alors il y a quand même une petite enquête, petite chose qui se passe, on a plein de références, forcément Armor X, Batman, la Batcave, le passé de Logan, etc. Tout ça est mixé. Et ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Même si la fin est un peu... est vraiment tirée, quoi. Vraiment, pour le coup, la fin est bateau. La fin est bateau, mais on se laisse entraîner par l'action, et puis on lit, et puis voilà, c'est pas mal. En tout cas, pour cet épisode, c'était plutôt pas mal. Et puis après, on a un petit wouzou sur tous les personnages. C'était plutôt pas mal aussi pour dire quelles sont les fusions, etc. Et après, on a un épisode Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D., alors qui est scénarisé par Chuck Dixon et dessiné par Cary Nord. Cary Nord, oui, celui qui a fait Conan, et aussi Wonder Woman, etc. Et son style est très différent. Beaucoup moins beau. Mais bon, du coup, là, on se retrouve sur une histoire un peu classique. Alors là où c'est un peu bizarre, c'est que donc Bruce Wayne, dont les parents... en fait, donc on n'a pas le crâne rouge, on a le crâne, je sais plus combien, Lord Krinskull. Voilà. Avec Selina Luthor, sa fille. Enfin bref, ça ressemble à rien. C'est vraiment de la fusion. On a un Bane fusionné avec Nuke. Enfin bref. On a du Moonwing, fusion de Moon Knight et de Nightwing. On a un Tony Stark qui est en fauteuil. On a un Nick Fury comme là, avec le Sergent Rock. Enfin, et surtout, voilà, on a vu auparavant donc Darklo, dont la famille a priori s'est fait tuer, parce que je vais revoir, parce que du coup, c'est tellement... j'ai trouvé ça tellement bizarre. Voilà. Quand j'avais 5 ans, quand j'ai été tué par un voleur sous mes yeux. Vraiment, sur Darklo, on reprend les origines de Batman. Et là, ses parents étaient des espions et ils savaient les risques. En fait, on retrouve une scène un petit peu la même. Ses parents qui se font tuer par des espions. À la fois un mélange entre Batman et le Punisher. Bref. Bon, alors là, l'histoire m'a vraiment moins plu. Parce que voilà, en gros, Selina Luthor prend le pouvoir. Bruce Wayne n'a qu'une idée, c'est tuer ce Skull vert. Et donc ils se retrouvent ensemble et il y a une grosse bombe qui explose. Bon, tout le monde s'affronte. En fait, ces épisodes, c'était vraiment pour essayer de construire quelque chose, mais quelque chose en mettant le plus d'éléments possible, parce que la durée, ça n'existait pas en fait. Ça ne devait tenir qu'en un épisode. Il n'y a pas vraiment de suite. Et je crois qu'il y a eu un amalgame 2, mais très différent. J'ai plus le numéro avec Spider-Boy, je l'ai revendu. Spider-Boy, et il y avait Daredevil aussi, qui était complètement fou, avec un caïd, enfin bref. En tout cas, si vous avez l'occasion de les retrouver, je pense que ça, ce sera plus jamais réédité, parce que du coup, la licence, là déjà, pour avoir le GLA Avenger, il va ressortir à 7000 exemplaires seulement, 7000 exemplaires, ça devrait être disponible, voilà, c'est tout. Bon. J'espère qu'il va ressortir autrement, qu'il faut que les éditeurs réfléchiront et sortiront autre chose, autre qu'une édition de luxe qui ne sera pas disponible pour tous. Et ça, je pense que c'est pareil. Je pense que... Je sais pas si ça ressortira un jour. Ouais. En tout cas, c'était des curiosités datant des milieux des années 90, quand les éditeurs avaient sorti ça. Quelque chose d'assez fou. Et ben voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez vu des choses qui vous ont plu. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Je suis toujours ouvert à la discussion. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien qu'on passe un petit peu les paliers pour... voilà. Et puis, justement, pour passer les paliers, si vous n'êtes pas abonné,
faites-le. Sur ce, je vous dis ciao.